petit 2 dans cette histoire. Fil de priorité. Donc, dernier objet abstrait de votre cours d'informatique de deuxième année. Donc maintenant, si on commence à faire la liste, vous avez vu les graphes. On est en train de les voir, d'accord. On a vu les arbres, d'accord. On a vu les piles, on a vu les fils. Et voilà le dernier que vous avez à faire. Comme je l'ai dit l'autre fois, il vous en reste plus beaucoup après ça, en fait, finalement. Et là, c'est ce qu'on appelle une file de priorité. Alors, file de priorité, c'est un truc que vous connaissez, enfin j'espère que vous ne connaissez pas, mais si vous êtes déjà allé aux urgences, vous savez ce que c'est qu'une file de priorité, c'est-à-dire que ce n'est pas le premier arrivé qui est le premier soigné, c'est le premier arrivé en fonction de son état de gravité. D'accord ? Donc grosso modo, en fait, vous organisez les gens avec un mode de priorité qui est coefficienté. Et vous faites sortir en premier celui qui a la priorité qui va bien. Est-ce que je vais juste pas te mettre absent, tu me dis Daniel. Daniel comment Ah bah je t'avais pas appelé donc ça tombe bien, voilà, comme ça moi. Je t'avais sauté, je t'ai pas vu. Voilà. Super. Donc l'idée est la chose suivante, donc une file de priorité ça fonctionne exactement comme une file. C'est muni exactement des mêmes opérations, des mêmes fonctions. Donc vous vous souvenez, une file, il y a créer une file vide, tester si la file est vide, insérer un élément, consulter l'élément qui est prêt à sortir, ça c'est la fonction top, d'accord, et retirer l'élément qui est rentré en premier selon la priorité FIFO. Pour une file de priorité, c'est exactement la même chose, la dernière chose qui change, c'est le dernier, c'est quel est le premier à sortir dans cette histoire. Donc là, on va aller relativement rapidement. Donc une file de priorité, ce verre dégueulasse là, je me prends un bon beau verre que j'aime. Une file de priorité est un objet muni des mêmes opérations qu'une file mais où chaque élément, mais où à chaque élément, on va faire ça comme ça, élément est associé ce qu'on va appeler un coefficient de priorité que je vais noter petit p, d'accord, et le premier élément à sortir est celui de plus petit p. Et en cas d'égalité, on retrouve la priorité FIFO de la file. D'accord ? Et selon la priorité FIFO en cas d'égalité. Donc c'est ça une file. Donc en gros, en fait, ça va un tout petit peu changer la nomenclature des fonctions sur une file. Tout simplement parce que quand vous insérez un élément, non seulement vous insérez l'élément en tant que tel, mais vous l'insérez avec un coefficient de priorité. Donc en fait, la fonction insert, par exemple, ne va plus avoir un argument, mais va en avoir deux. C'est-à-dire que vous insérez un élément avec tel coefficient de probabilité. Et pareil, la fonction top et la fonction pop ne vont pas retourner uniquement l'élément, mais vont retourner l'élément et le coefficient de priorité avec lequel il a été inséré. D'accord ? Donc à chaque fois, vous aurez un tuple, en fait, si on parle pythonesquement, plutôt que d'avoir l'élément seul. Tout le monde comprend ce que je raconte ? D'accord ? Donc, ceci implique un glissement de nomenclature, on va dire. Donc, je ne sais plus comment je les avais mis. J'avais mis insert avec la file et l'élément comme argument. C'est ça que j'avais fait dans le cours de la semaine dernière pour les fils. J'avais fait comme ça, comme nomenclature. Ouais. Donc ici, en fait, ce sera insert F, E et P ici.
D'accord? C'est-à-dire que vous rajoutez un troisième argument, qui est en fait la priorité avec laquelle vous insérez ce truc-là. D'accord? D'accord? Pour insérer E dans F avec le coefficient P. Donc ça, c'est le premier changement. Et le deuxième changement, c'est que top et pop retourneront l'élément et la priorité et le coefficient P. Deuxième changement, top et pop retournent l'élément et sa priorité. Sous la forme d'un tube. On est d'accord sur la file de priorité? Voilà. Entre. Vous me donnez vos prénoms histoire que je vous désabsente. Moi c'est Tumuc Samet. Ok, je te retrouve là-haut. Alors, je t'ai pas encore complètement. Ton nom de famille c'est? C'est Tumuc avec un T. Avec un T, d'accord, tout en bas. Ok, je t'en. Et. Ok, jeté. Jeté. C'est bon, oui. Jeté. Sans problème. Voilà, ça. On est au clair là-dessus? Je vous ai pas mis en retard. Hein. Vous avez rien justifié. On est d'accord sur ce truc-là? Ça, en fait, de la même façon que la pile et la file étaient les deux ingrédients magiques qui vous généraient des parcours dans le sens que vous voulez, soit en profondeur, soit en largeur. Je ne sais pas si vous les avez travaillés. Vous avez vu qu'en fait, vous avez dû redécouvrir qu'en fait, c'est extrêmement magique comme truc. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se poser la question est-ce que je vais en bas ou est-ce que je vais dans ce sens-là? Simplement, les ordres de priorité de la file et de la pile. Oui, je t'écoute. Retourne l'élément et sa priorité sous la forme d'un tuple. Eh bien, en fait, cet objet, l'objet de la file de priorité, va être l'élément magique de l'algorithme de Dijkstra. Il s'avère en fait que l'algorithme de Dijkstra est une version un tout petit peu, c'est quasiment comme un parcours, avec un petit détail, c'est qu'on doit être capable de retrouver le chemin qu'on a parcouru pour atteindre, pour faire le meilleur chemin, puisque c'est ça qui vous intéresse à l'arrivée. Donc il y a un effort mémoriel à faire sur Dijkstra dans l'algorithme, mais ça se passe très 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 bien. On est d'accord là-dessus? Voilà. Maintenant, vous savez c'est qu'une file de priorité, vous allez pouvoir connaître extrêmement facilement l'algorithme de Dijkstra. Donc on est parti. Petit 3. Algorithme de... Alors je vous rappelle, hein, ça se prononce Dijkstra, ça on est content. IJK, dans l'ordre alphabétique. Stra comme ça. D'accord? Ça, vous ne vous trompez pas sur l'orthographe du bonhomme. Ouais. Retourne. Oui. Retourne l'élément et sa priorité. Sous la forme d'un tuple. On est d'accord? Comme d'habitude, plutôt que de vous balancer l'algorithme en tant que tel, je vais tout simplement vous montrer comment il fonctionne. D'accord? Et on va essayer de trouver la magie. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vais prendre un graphe qui sera un quasi-arbre. D'accord? C'est un truc où c'est plutôt facile de voir les chemins. Et on va voir un peu les choses. Ok? Alors là, encore une fois, vous n'avez pas à noter, hein, c'est pas le problème. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc on y va. Donc je prends un graphe qui part d'un sommet A, d'accord? Et je veux, voilà. Et donc, je vais faire ce graphe-là. Alors, je fais à peu près toujours le même, parce que je l'aime bien cet exemple. Voilà. Donc 1, 2, 2, 1, F, 2, voilà. Et voilà, on va dire que je vais aller au sommet H, d'accord? Donc si j'ai que ça, le chemin le plus court pour aller de A jusqu'à H, c'est pas extrêmement compliqué, d'accord? Là, je vais faire combien? 3, 6, 8, on est d'accord? J'ai 8 jusque là. Donc ici, je vais mettre 6, donc 6 ici, pour un sommet qui va être FG, voilà. J'ai oublié le G, bah voilà, je vais mettre G ici. Superbe. Alors, j'ai dit quoi? 3, 6, 8. Ici, je vais mettre 1, encore comme ça. Voilà. Ici, je vais mettre 5. Et là, je vais mettre pas A, je vais mettre H, I, 2 et 2. D'accord? Voilà.
est d'accord avec ce graphe? Je cherche le chemin le plus court pour aller du sommet A, ça c'est mon sommet de départ, au sommet H qui est mon sommet d'arrivée. Voilà. Donc ce graphe est suffisamment simple pour qu'on trouve le chemin le plus court facilement. D'accord? C'est quoi le chemin le plus court? En sommant les poids. C'est A, G, I, H, si vous voyez. D'accord? Tout simplement parce que ce chemin a un poids de 10 dans cette histoire. Alors que celui-là, en fait, a un poids de... j'avais dit combien? Donc ça doit être 8 plus 5, il a un poids de 13. D'accord? Et celui-là, à cause du 5 ici, en fait, va avoir un poids de 11. C'est-à-dire un poids supérieur à ça. D'accord? Voilà. Pourquoi je choisis ce graphe? Parce qu'en fait, si vous faites un algorithme, on verra ça tout à la fin du semestre, si vous faites un algorithme de type heuristique, vous vous dites, tiens, bon, en fait, je vais prendre à chaque fois le chemin qui a le poids le plus petit, et voir un peu ce qui se passe, vous voyez qu'en fait, vous vous engagez dans un chemin qui ne sera pas le chemin optimal. D'accord? Si à chaque fois vous faites le choix du chemin qui a le poids le plus petit, en fait, vous allez probablement faire un espèce de truc comme ça. D'accord? Si vous prenez à chaque fois le nœud le plus proche. Okay. Donc c'est un algorithme, disons c'est un exemple de graphe que j'aime bien parce qu'il est trompeur si vous avez une vision locale du problème. Et il y a suffisamment peu de chemins possibles pour qu'on puisse savoir facilement quel est le chemin le plus court. D'accord là-dessus? On va essayer de comprendre comment l'algorithme fonctionne. D'accord? Et le truc est relativement simple en fait. Le principe de l'algorithme, c'est vous partez du sommet A, vous créez une file de priorité. D'accord? Qui s'appelle A traité. Ou affaire, je les ai appelés affaire dans les autres parcours. Affaire, bon voilà, affaire, c'est la même chose. Vous prenez une file de priorité qui s'appelle affaire. Vous mettez le sommet de départ avec le poids 0 dedans, tout simplement parce que le poids du chemin pour aller du sommet de départ au sommet de départ, c'est 0. Vous sortez ces enfants. Si ces enfants n'ont pas, enfin ces voisins ou les sommets accessibles, comme vous voulez, d'accord? Si ces voisins n'ont pas déjà été vus, d'accord? Vous les insérez avec la priorité suivante. Le poids du sommet que vous avez sorti, plus le poids qu'il faut pour aller à ce truc-là. On est d'accord? Le truc est simple dans un graphe ici, on va pouvoir avoir des sommets avec plusieurs priorités, des sommets identiques avec plusieurs priorités à l'intérieur de la file. Il y a deux implémentations possibles. Ça, c'est un truc qui n'est pas dans votre programme. La gestion de ce genre de problème n'est pas au programme. C'est est-ce qu'on réactualise le score, la priorité d'un sommet si jamais la priorité est plus basse, ou est-ce qu'on le met en plusieurs fois, sachant que la priorité la plus basse sortira en premier, et donc après les autres sorties seront invalidées. Ça revient au même d'un point de vue algorithme général, ça revient pas du tout au même d'un point de vue complexité de l'algorithme. Toute la complexité de l'extra est concentrée dans la façon dont on gère la file de priorité, dont on l'implémente. D'accord. Mais bon, ça c'est pas, c'est au-delà de votre programme, on va faire ça. Donc si vous avez un peu bossé vos algorithmes de parcours, vous voyez qu'en fait j'ai raconté quasiment la même chose qu'un algorithme de parcours. D'accord. Et en fait, il s'avère qu'il y a une magie absolument incroyable. La première fois que H sort, il sort avec le poids du chemin minimal pour aller du sommet A jusqu'au sommet H. C'est ça la magie de Dijkstra. Et ça marche tout seul. D'accord? Donc je vous écris le principe. Donc, je vous écris le principe. Juste, vous n'êtes pas obligé de le noter, on le remettra après. C'est juste pour que je vous donne les étapes. D'accord? Et voilà. Donc, on insère A avec 0, d'accord, comme priorité. Et ensuite, dans une file de priorité, et deuxième étape, tant que la file est non vide, on sort un sommet et on insère ses voisins. Donc on sort un sommet et le sommet il va s'appeler SP. Je vous rappelle que quand on sort un sommet, on sort le sommet et on sort sa priorité, c'est ce que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. D'accord. Et on insère ses voisins avec le coefficient P plus le poids du chemin, ou le poids de l'arc, si vous voulez, ou le poids de l'arête. D'accord. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que dès qu'un sommet sort de la file de priorité, alors en fait, on a le poids du chemin le plus court. On n'a pas le chemin le plus court encore, ça va être un petit raffinement. C'est ça la seule difficulté qu'on rajoute dans Dijkstra par rapport au parcours. Mais pour l'instant, on a ça.
Donc, c'est un algorithme qui n'est pas simple à comprendre tant qu'on ne l'a pas fait tourner sur un exemple, d'où le fait que je le fais pour vous. Voilà. Donc pour l'instant, je demande juste votre attention. Et après, on l'implémentera. Je ne sais pas si on aura le temps de l'implémenter aujourd'hui complètement en Python, mais ça, c'est pas extrêmement grave. On pourra faire ça la semaine prochaine. De toute façon, en TD, vous êtes sur les parcours, donc on a encore un peu de temps. On est d'accord là-dessus? Donc maintenant, bah, je fais comme d'habitude. Alors, j'ai pas détaillé l'intégralité de l'algorithme et pour avoir les résultats, on va stocker en fait à chaque fois le sommet et le chemin et le poids sous lequel il est parcouru. Parce qu'en plus, il y a un truc qui est génial avec Dijkstra, c'est que non seulement ça vous donne le chemin le plus court pour aller de A jusqu'à H, mais aussi le chemin le plus court pour aller de A jusqu'à tous les sommets que vous avez croisés avant d'atteindre H. Donc c'est un algorithme extrêmement riche en termes d'informations. Voilà. Donc on y va. Donc c'est parti, je me fais une petite boîte. D'accord. Donc cette boîte-là, ça va être ma boîte de déjà vu. D'accord. Vous vous souvenez de cet objet-là. D'accord. Je ne vais pas détailler dans l'algorithme, mais ce sera le même principe que pour les fils. Et puis là, ici, j'ai ma file de priorité. D'accord. Voilà. Je vais la mettre, je sais pas, je vais la mettre là. C'est une file. Je vais la mettre comme ça. Voilà ma file de priorité. Ok. Donc on y va. Premier sommet que j'insère dans ma file de priorité, si vous avez suivi. A, avec quel poids? 0. D'accord. Voilà. Au début de l'algorithme, c'est le seul sommet qu'il y a à l'intérieur de ma file de priorité. Donc, une fois que je rentre dans ma boucle, d'accord, je vous rappelle qu'on rentre dans la boucle tant que la file est non vide. Ici, elle est non vide. On rentre dedans. Et on sort quoi donc dans cette histoire? A avec 0, il n'y a aucun problème. Donc, je sors A avec 0, ma file devient vide, d'accord? Et je vais noter ici que A, 0, d'accord? Donc ça me raconte que pour aller de A jusqu'à A, le chemin de poids minimal, c'est 0. Jusque-là, j'ai pas fait un truc incroyable, on est d'accord? Voilà, juste l'objet. Ensuite, qu'est-ce que je vais insérer à l'intérieur de ma file de priorité? Donc, c'est les sommets immédiatement accessibles depuis A. Ouais. B avec quelle priorité? 1. Et je vais insérer aussi G avec la priorité 6. D'accord? Je vais faire ça. G6 et B1. D'accord? On est d'accord là-dessus? Quel est le premier qui sort? Donc là, il ne se passe rien d'autre, il n'y a pas de problème. Quel est le premier qui sort? Ouais. C'est B, d'accord, qui sort parce que c'est celui qui a la priorité la plus petite. C'est quasiment la seule subtilité qu'il faut retenir. Donc je sors B1, je le mets ici, et je vais insérer tous les voisins de B en ayant regardé s'ils ne sont pas déjà dans déjà vu, même principe que les parcours. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais rajouter ici? C, avec quel coefficient? Effectivement 3, pourquoi? Voilà, parce que B est sorti avec 1. Et vous rajoutez le poids de l'arc ici. Donc ça fait 3. D'accord? On est d'accord là-dessus? Donc vous voyez que mon algorithme fait exactement ce que je dis tout à l'heure. Il fonce directement dans le chemin où les arêtes sont les plus petites au départ. D'accord? C'est ça qu'il va explorer au début. Ok. Bon, on va aller un peu plus vite. On va aller un peu plus vite maintenant. Qu'est-ce qui sort? C avec 3. D'accord? Et ensuite, on va insérer D avec cette fois 5. C'est toujours D qui sort, le poids le plus petit. D'accord? Donc j'ai D avec 5, sans problème. Et là, j'insère E avec 6. Donc là, E et G sont en égalité dans cette histoire. Lequel sort en premier? G. Alors, c'est pas obligatoire si on se gourre là, c'est pas très grave. D'accord? Même le respect de la priorité FIFO n'est pas une obligation pour que l'algorithme de Dijkstra fonctionne, c'est pas très très grave. D'accord? Alors, c'est ici que ça commence à m'intéresser. Ici, ce qui sort, c'est G6. Vous voyez que la mécanique est la suivante. Vous voyez qu'on peut aller à G en prenant ce chemin-là. On est d'accord? Le truc est tel que comme vous sommez l'intégralité des chemins possibles à partir de A, il est impossible que G sorte en premier avec un coefficient qui ne correspond pas au chemin le plus court. Ou en tout cas, avec un coefficient qui correspond à un chemin plus long que le chemin le plus court. Tout simplement parce qu'en fait, si vous construisez un chemin plus long pour aller jusqu'à G, il y a un moment donné où vous tombez sur un coefficient du chemin le plus court, et ce coefficient, ça là, sera plus petit. Donc les priorités font qu'à un moment donné, vous allez juste switcher de chemin, en disant, ah, mais en fait, là, il est possible que... Vous voyez que jusque-là,
vous racontez qu'il est impossible d'avoir un chemin de taille plus petit que 5 pour aller jusqu'à G, autre que celui-là, si jamais il y en a un. D'accord? Ensuite, là, on sait que, en regardant le graphique, qu'il y a un chemin direct de poids 6 pour aller jusqu'à G. D'accord? Et en fait, ce chemin de poids 6, il sort dès qu'on a exclu le fait que passer par là vous donnera un chemin plus court, tout simplement parce qu'on a déjà un chemin de longueur 6 ici. Donc forcément, à partir de là, sauf si vous avez des arrêts de poids négatifs, et là vous commencez à avoir le problème, d'accord? À partir de là, vous êtes sûr que le chemin pour aller jusqu'à G sera plus avantageux par là que par là, d'accord? Au pire, vous avez une égalité si vous avez des arrêts de poids nuls qui se baladent dans cette histoire, d'accord? Ce qui, en situation de modélisation réelle, est quand même assez rare, d'accord? Enfin, vous ne téléportez pas d'un point à l'autre d'un réseau routier, de manière générale. Pardon, vous n'avez jamais un truc de poids nul, mais ça peut être extra étanche à ça. On est d'accord? Et vous voyez que G sort avec le poids 6, d'accord, dans cette histoire. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter... Hein, on va rajouter F et I. F avec le poids 2. Non, avec le poids 7, pardon. Et I avec le poids... avec le poids 8, si je ne me trompe pas. Voilà. Et là, ce qui est assez génial, c'est que vous voyez que le chemin pour aller de A jusqu'à F, le chemin le plus court, c'est en passant par G. Votre algorithme était en train littéralement de partir jusque-là. D'ailleurs, vous voyez que F est pas loin là, d'accord? Mais c'est pas ça. Alors, on va essayer de comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qui sort en premier là? C'est E qui sort. Donc vous re-switchez de chemin dans cette histoire-là, d'accord? E sort avec 6 ici. Et j'insère F avec quoi? Avec Vous voyez que F, je ne l'ai pas encore traité, hein. Donc il n'est pas là-dedans. Et je l'insère avec 8. Donc c'est là où il y a des subtilités de choix. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne l'insère pas parce qu'il est déjà inséré avec une priorité plus faible? D'accord? Ça fait partie des trucs. Là, pour l'instant, je fais ça de façon très naïve. Je suppose que je peux avoir plusieurs fois le même sommet à l'intérieur de ma file, juste qu'elle sera un peu grosse, mais avec différents ordres de priorité. D'accord? Un peu comme si on me donnait 2 tickets dans un magasin. Puis bon, bah, c'est le premier qui sort qui vous permet d'arriver. Qu'est-ce qui sort ici? F avec 7, d'accord? Donc là, on découvre, j'ai plus de place, mais c'est pas grave, que le chemin le plus court pour aller jusqu'à F, il est de poids 7. Qu'est-ce qui sort ensuite? Ah oui, donc déjà, il faut insérer quelque chose quand même. Il faut insérer H avec le coefficient. C'était, alors, on a sorti F avec 7, 12. D'accord? Donc H est là. D'accord? Mais 12, vous savez que c'est vachement le plus court. Qu'est-ce qui sort ensuite? I. C'est I qu'on a mis. Ouais, ça on sait pas, d'accord? Ça aurait pu être F, oui, mais je sais pas, on va faire sortir I. I sort avec 8. Donc ça revient au même. Et qu'est-ce qu'on rentre? H avec 10. H rentre avec 10. Donc pour l'instant, vous savez qu'il existe un chemin de taille 10 pour aller à H. Vous savez qu'il existe un chemin de taille 12 pour aller à H. Mais vous ne savez pas si c'est les plus courts encore. Parce qu'il est possible qu'il y ait un chemin qui passe par F, qui par exemple aille directement à H. D'accord? En fait, F a déjà été croisé, donc on sait déjà, mais voilà. Là, je sors F. Qu'est-ce qui se passe? Rien, puisque F est déjà dans les sommets déjà parcourus. Donc, celui-là, il va juste sortir, il va être balancé à la poubelle. On a déjà fait le boulot. D'accord? Autrement dit, vous ne remplacez pas, puisque vous avez déjà trouvé un chemin de taille 7 pour aller jusqu'à F. Quel est le prochain qui sort? H10. Vous avez atteint votre sommet final et vous connaissez le poids du chemin minimal, qui est 10, chose qu'on avait prévue au départ. Vous voyez la magie du truc? Il ne se passe rien. Donc encore une fois, vous n'avez aucune vision globale du problème. Enfin, en tout cas, l'algorithme, lui, n'a aucune vision globale du problème. Mais par contre, il arrive à trouver le chemin minimal pour aller de A jusqu'à H. Ou pas, en fait. Oui, je t'écoute. Mais du coup, je comprends pas le FH A5, il n'a jamais été traité. Il n'a pas été traité, tout simplement parce que ta H était sûre. Ah, on est sûr. On est sûr parce que, vu que pour atteindre, là, on a déjà stocké H avec 12 ici. D'accord? Donc on sait qu'il faut 12 pour arriver à ça. D'accord? À la limite, on aurait pu mettre un autre nœud ici, je sais pas, avec 11 par exemple, tu vois, mais tu sais que s'il te faut 11 pour atteindre ça, bah il ne te faudra pas moins de 10 pour atteindre H en fait. Donc, toute la magie de Dijkstra est la suivante. Le théorème de maths sous-jacent à Dijkstra, c'est un théorème de maths incroyable, vous allez voir ça en fin de PC si vraiment vous êtes performant. Quand vous additionnez des nombres positifs, la somme ne fait que croître.
Ouais, théorème de fou, d'accord. Ouais, c'est compliqué, c'est la théorie de la mesure, c'est chaud bouillant, d'accord. Autrement dit, quand vous rajoutez successivement des nombres positifs, le résultat est 3. Et c'est le principe de Dijkstra. Vous accumulez en fait les chemins au fur et à mesure, et à chaque fois, vous choisissez la portion de chemin que vous allez parcourir, qui a la longueur, ou le temps, si vous préférez, le plus faible. D'accord. Et donc, à chaque fois, vous allez switcher comme ça, jusqu'à ce que vous tombiez sur le truc. Petite remarque, là, je vais faire aussi quelque chose. La complexité de cet algorithme est extrêmement faible. Donc, grosso modo, la complexité de cet algorithme, c'est si vous faites un truc très à la louche, dans le pire des cas, vous avez parcouru tous les sommets de votre graphe, et dans le pire des cas, vous allez explorer pour chaque sommet l'intégralité de ses voisins. En gros, dans le pire des cas de Dijkstra, c'est le nombre de la complexité vraiment majorée, c'est le nombre de sommets multiplié par le degré maximal de chacun des sommets. Pour un graphe complet, pour le graphe Kn, d'accord, ça vous donne donc une complexité en n cube, puisqu'il y a n carré arête et n sommets. Voilà. Donc ça vous donne une complexité en n cube. C'est donc une complexité quadratique. On va réviser un peu les complexités. Messieurs, là, on cause là. D'accord. Donc on a donc une complexité en n cube. Ça serait quoi la complexité de l'algorithme naïf? C'est quoi l'algorithme naïf de Dijkstra? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc je veux connaître le chemin le plus court pour aller de A jusqu'à un truc. En fait, l'idée, c'est tout simplement de calculer l'intégralité des chemins. D'accord. Mais en fait, partant d'un sommet, si vous avez n sommets, vous avez combien de chemins possibles? Vous avez effectivement, si vous prenez le graphe complet, vous avez n-1 possibilités pour aller au sommet d'après, si on prend le graphe intégralement complet. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi le n-1e sommet, bah, vous avez combien de possibilités? n-2, vous la voyez la complexité venir là? n fois n-1 fois n-2 fois machin, ça vous rappelle quelque chose ça? C'est quoi comme fonction? Je sais pas. Enfin. N fois n-1 fois n-2 jusqu'à... C'est n factoriel, on est d'accord? On fait tourner un algorithme en n factoriel? Non, on ne fait pas tourner un algorithme en n factoriel, jamais. Dans aucun univers connu. D'accord? Je vous rappelle qu'un algorithme à n factoriel, si vous avez genre, si n vaut 50, un truc comme ça, d'accord? Ça vous prend déjà plusieurs siècles quand même. C'est juste mort en fait. N factoriel, la factorielle, ça monte très très vite. Donc on est en train de passer d'un problème naïf, qui est un problème factoriel, à un problème polynomial, qui certes est en n cube, donc c'est pas les plus sexy des problèmes polynomiaux. N cube c'est beaucoup, d'accord? 3 c'est beaucoup comme exposant. Si votre graphe n'est pas aussi dense que Kn, ça se passe bien, mais ça marche. Alors je vous rappelle que quand même quand vous utilisez Dijkstra dans une appli comme Google Maps par exemple, parce que c'est ça que fait Google Maps, hein, quand vous voulez aller de là jusque-là, il fait de l'algorithme Dijkstra parce qu'il est plus performant. À peu de choses près, il y a des trucs heuristiques au départ. En gros, c'est quoi les sommets d'un tel graphe quand vous utilisez ça sur le réseau routier? Ouais. C'est les intersections. Dans le graphe du réseau routier, chaque sommet est une intersection de rue. Je ne sais pas si vous avez une vague idée du nombre de sommets que ça fait. D'accord? C'est juste éclaté en termes de valeur de n. Par contre, c'est un graphe très creux. Tout simplement parce que vous avez le degré de chaque intersection est assez faible. En général, 4, 5, allez, 8 si vous avez le rond-point le plus fourni du monde. D'accord? Bon, en général, dans une intersection, vous n'avez pas des millions de directions possibles. Donc en termes de complexité, vous avez tout simplement n fois le degré maximal, donc c'est pas foufou, quoi. On est d'accord dans cette histoire? Donc, et ça fait des algorithmes extrêmement performants. Vous savez que ça marche. Je veux dire, vous savez que vous pourrez sortir un téléphone portable et dans un temps qui est relativement record, vous arrivez à trouver le trajet entre un point et un autre, actualisé avec le trafic routier, c'est-à-dire grosso modo avec des pondérations qui changent en direct. Donc ça veut dire qu'en plus, non seulement quand vous partez au départ, il vous fait un trajet, et au fur et à mesure, il est capable de l'actualiser, c'est-à-dire de changer le sommet de départ pour voir s'il n'y aurait pas un trajet plus optimal si les coefficients de priorité ont changé. Ici, en l'occurrence, les coefficients de priorité, c'est tout simplement le temps qu'il faut, en secondes, en minutes, je ne sais pas comment ça marche, d'accord, pour aller d'une intersection à une autre. Et puis après, il balance comme ça. D'accord? Petite remarque, si vous utilisez Google Maps, vous savez qu'il vous propose parfois des itinéraires alternatifs. D'accord? C'est tout simplement parce qu'en fait, il fait tourner Dijkstra un peu plus.
D'accord? Parce qu'en fait, il suffit de plonger un peu pour trouver un autre chemin. Là, vous voyez qu'un cran de plus et je trouve le chemin 12. D'accord? Donc en fait, si vous creusez d'extra un peu plus, surtout sur des réseaux où il y a sur des réseaux très creux, vous pouvez retomber assez facilement en quelques itérations supplémentaires sur un autre chemin. Et à partir de ce moment-là, ça vaut le coup de le... Enfin, l'algorithme estime que ça vaut le coup de le présenter, hein. Il y a des fois 25 minutes, trajet alternatif, plus 1h20 avec péage. Non, en fait, on va juste rester comme ça. Voilà. Mais c'est juste, je suppose qu'il y a une programmation en interne qui dit essaye ici en 10 itérations supplémentaires. On ne trouve pas un autre chemin, ou 10 ou 100, je ne sais pas trop comment c'est foutu, mais voilà, globalement, il va y avoir un algorithme interne qui, à un moment donné, décide que ça vaut le coup d'aller gratter un peu pour voir s'il n'y a pas un deuxième itinéraire possible sur le sujet. D'accord? Tout simplement parce que s'il y a des itinéraires similaires, ça signifie que votre peu de sommets de sortie, enfin vos divers sommets de sortie dans la file de priorité sont proches de la sortie. On est d'accord là-dessus? Vous voyez comment ça tourne cette histoire? Qui voit le problème, mis à part les 5 minutes, parce que vous connaissez déjà à la fin, d'accord? Qui voit le problème de ce qu'on a fait là? Enfin, qu'est-ce qui me manque? Ouais. Le chemin. Le chemin. Là, pour l'instant, l'algorithme que je vous présente, c'est con, mais l'algorithme que je vous présente vous donne le chemin le plus court. Donc c'est comme si vous utilisez Google Maps ou Waze ou ce que vous voulez, vous dites voilà, je veux aller, je sais pas, voilà, partir en vacances, vous allez de Melun et je sais pas où vous allez en vacances, je sais pas, à Tourcoing-Plage, voilà, c'est beau la mer du Nord, voilà. Et le truc vous dit, eh ben, le chemin le plus court, c'est 3h17 minutes, voilà. Puis c'est tout, il vous donne pas le chemin. Là, c'est sympa, vous savez que vous allez mettre 3h17 minutes, mais c'est à vous de trouver le chemin quand même, d'accord? Donc c'est un peu nul. Donc ça, en fait, par rapport à un algorithme... Là, pour l'instant, vous êtes d'accord qu'on a fait juste faire un algorithme de parcours. Juste en changeant la nature de l'objet. Donc, c'est ça le raffinement supplémentaire qu'il va falloir faire sur Dextra. Il va falloir, en fait, essayer d'être capable de se souvenir de ce qu'on a fait au passage. Et bien, en fait, ça, c'est relativement simple, parce que vous voyez que dans la mécanique de Dextra, à chaque fois que j'ai sorti un sommet avec sa plus faible priorité, c'est parce qu'en fait, il avait été lu à partir d'un sommet précédent, ce qu'on pourrait appeler le parent dans le chemin. Et en fait, pour réussir à faire l'algorithme de Dijkstra et être capable de reconstituer le chemin a posteriori, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'insérer dans la file de priorité uniquement le sommet et sa priorité, on va insérer le sommet, sa priorité et le sommet qu'on était en train de voir au moment où on a inséré le truc. D'accord? Autrement dit, si je reprends mon algorithme un peu plus rapidement, en fait, on va insérer d'abord A, rien, puisqu'il n'y a pas de parent celui-là dans le chemin, et 0. Ensuite, on va insérer B avec le coefficient 1 et le parent A, puis C avec le coefficient 3 et le parent B, etc. etc. D'accord? Et à chaque fois qu'on va sortir le sommet, on va noter non seulement le score, mais aussi le parent qui sort en même temps. Et donc à la fin, vous allez avoir un dictionnaire, ou une liste, et comme vous voulez, ça dépend des implémentations, mais un dictionnaire, ça marche très bien, où à chaque sommet, vous avez son successeur dans le chemin optimal. Donc c'est pas tout à fait fini, mais là on voit qu'on peut tout reconstituer, parce que vous partez du sommet de la fin. Vous dites, ok, c'était quoi son successeur dans le sommet? C'était celui-là. Je reprends le successeur, d'accord? Faites un espèce de zigzag comme ça, jusqu'à ce que vous tombez sur quoi? Sur le sommet de départ, ou de façon plus arrêtée, jusqu'à ce que vous tombez sur un sommet qui n'a pas de successeur. C'est-à-dire le seul que vous allez rentrer avec none comme parent. On est d'accord? Donc vous êtes capable de reconstituer a posteriori votre solution. Ça, c'est un paradigme qu'on va voir extrêmement souvent après, puisqu'en fait, cet algorithme-là est votre premier algorithme de programmation dynamique. D'accord? Autrement dit, un algorithme où on construit la solution optimale par optimisation par relation de récurrence intelligente entre des sous-problèmes optimaux. D'accord? Voilà ce qu'on est en train de faire ici. Donc, j'ai pas encore décidé avec Madame Cousy si on faisait ça juste après ou tout à la fin, une sorte de stratégie. Je suis pas convaincu qu'on... Enfin voilà, on va voir un peu. Donc, soit on commence ça dès fin septembre, soit on attaque directement le SQL fin septembre, ce qui vous donnera un temps très long. En fait, je vous explique un peu la stratégie puisqu'on est avec vous. Mais d'ailleurs, vous pouvez même donner votre avis puisque c'est quand même vous qui passez les concours. Voilà.
Donc le principe est le suivant. Les graphes, c'est fini. D'accord? Enfin, c'est fini. Quand j'aurai implémenté d'extra, ce sera terminé. La question est la suivante. Vous avez ensuite, il nous reste un, deux... Alors, il nous reste 2 chapitres, plus 2 à faire. D'accord? Ça fait 4, je sais, mais c'est pas la question. Donc, il y a un chapitre qui est le SQL qui est pour moi extrêmement important. D'une part parce que c'est simple. D'accord? D'autre part parce que c'est pas du Python. Et donc, pour celles et ceux parmi vous qui, grosso modo, ne sont pas très à l'aise en Python, ça peut permettre de sauver un peu les meubles dans une épreuve d'informatique quelconque. Et troisièmement, c'est quelque chose qui tombe systématiquement au concours. Pour le coup, quand je dis systématique, là, c'est un systématique 100%. Enfin, j'ai pas vu une seule épreuve de concours depuis 2015 où il n'y a pas du SQL dedans. Il y en a pas, c'est jamais la moitié de l'épreuve, mais il y en a toujours un peu, et ça paraît pas, mais ça vous permet d'avoir 3, 4, 5 points, enfin, ça va bien si vous faites ça propre. Donc, notre idée avec Madame Cousy, c'est que vous passiez le plus de temps possible à vous entraîner sur le sujet. Donc, il y a 2 stratégies. Soit on fait ça à la fin, comme ça, c'est proche des concours et c'est frais pour vous. D'accord? Soit on le fait dès maintenant et ça vous laisse plus de temps pour faire plein d'exos, etc., etc., sachant que les planches d'exos seront, je vais changer complètement ma façon de faire, vous ne travaillerez pas le SQL sur ordinateur. Vous travaillerez le SQL sur des extraits de problèmes de concours. Je ramasse quoi. Voilà. Je vais faire la compilation de tout ce qui est tombé en SQL depuis 2015 sur tous les concours MPSI, MP et PSI, et vous allez abonner. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que les 3 autres chapitres qui restent, la programmation dynamique, la théorie des jeux et l'introduction à l'intelligence artificielle, surtout les 2 derniers, sont des chapitres horriblement difficiles, d'accord, et qui pour le coup concernent des fins de problème, systématiquement. Pareil pour celles et ceux qui sont continués ce genre de choses. Voilà. Ça tombe de temps en temps, mais pour le coup, et c'est très dur. La programmation dynamique, c'est dur. Et les 2 autres, c'est des chapitres culture un peu saupoudrés, on ne sait jamais trop ce qu'on vous demande sur le sujet, d'accord. Donc pour moi, la stratégie la plus intelligente, je ne connais pas bien, c'est Madame Cousy qui sait ça plus que moi, je ne connais pas bien votre niveau de maths à ce stade-là en informatique, d'accord. Mais pour moi, il n'est pas très intéressant. Alors sauf si vous êtes tous et toutes à un niveau très avancé en Python, auquel cas, on n'a pas la même conversation, mais statistiquement, je sais que c'est pas le cas. Enfin, je suppose que c'est pas le cas, plus exactement. D'accord. Si c'est pas le cas, ça signifie quand même que je pense que les gens parmi vous qui n'ont pas atteint un niveau vraiment très très autonome et très à l'aise en Python, c'est pas la peine d'aller vous coltiner la programmation dynamique. Et voilà, enfin, qui sont des algorithmes quand même qui sont à mon avis très difficiles. D'accord. Si grosso modo je vous demande, on peut faire des tests simples. Hein. Si je vous dis grosso modo, ok, sortez une feuille, vous avez exactement 2 minutes pour m'implémenter une somme en Python. Voilà, la somme de k égale 1 jusqu'à 343 d1 sur k cube, voilà, par exemple, au pif, voilà. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est pas la peine de faire la programmation dynamique. D'accord. Voilà. Sachant que je sais, qu'il y a probablement et statistiquement parmi vous, des gens qui ne voient même pas de quoi je parle. Je sais pas. Voilà. Chapitre de plus, je pense qu'il est extrêmement important, surtout pour vous, quand je dis pour vous, c'est pas votre génération, mais votre filière, d'accord, les PC, que je passe du temps, beaucoup de temps, à revenir sur la simulation numérique. Euler, Monte Carlo, etc. etc. D'accord, en partie ces 2-là. Euler et Monte Carlo, les 2 gros paradigmes de simulation numérique. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez vraiment de quoi je parle? Vous savez implémenter un Euler comme ça, les yeux fermés? Voilà, on est d'accord? Voilà. Donc, tu sais implémenter un Euler les yeux fermés maintenant? C'est bon? Voilà, c'est bon. Monte Carlo, vous voyez de quoi je parle? Vaguement. Donc, M. Rivière fait son boulot, manifestement. C'est à M. Rivière de faire ça, théoriquement. Voilà. Mais comme moi, j'ai les 2 casquettes, si vous voulez, je fais les 2 en mix. Vous voulez qu'on revienne sur la simulation numérique ou pas? Si vous êtes aussi à l'aise, moi, je fais autre chose. Hein. Alors, moi, j'ai un point de vue très simple. Si vous arrivez à coder un algorithme, vous arriverez à le compléter avec un niveau CP, quoi. Voilà. Moi, j'ai du mal à comprendre, je vous le dis honnêtement. J'ai du mal à comprendre comment quelqu'un qui ne sait pas coder Euler complètement... En fait, je vais te faire l'autre sens. Si tu comprends Euler, comment il fonctionne, le codage de Euler est trivial. Je suis désolé, Euler, l'algorithme en soi est pas simple, enfin, pas simple. Il y a une mécanique à comprendre, mais le codage est trivial.
Donc, si dans cette chaîne-là, il y a un truc qui ne va pas, ça signifie qu'il y a forcément une occurrence de regardez, j'ai mis Euler, il faut compléter les trous là, 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 ou ça a merdé. Parce que c'est ça qu'on vous demande en général au concours. Vous avez en général un texte long comme le bras en simulation numérique, c'est ça qui se passe. Vous avez un texte de 253 pages qui vous donne des paramètres dans tous les sens, des machins et tout. On vous file un bout de code tout à la fin, au bout de 7h30 de lecture. Vous faites, qu'est-ce qui se passe? Et on vous dit, on remplaçait les pointillés là, expliquer la ligne là, et je sais pas moi, écrire une version de la Marseillaise en breton, on fait un truc comme ça quoi. Bon, c'est un peu éclaté ces épreuves, mais bon. Donc mon point de vue, c'est que si tu sais pas coder Euler, enfin en tout cas si tu n'as pas une vision claire du codage de Euler, est-ce que tu es vraiment étanche à toute question sur voilà l'algorithme d'Euler, comment est-ce qu'on le complète? C'est ça en fait le truc. Et moi j'ai des doutes là-dessus. J'ai des doutes sur quelqu'un qui n'a pas une vision claire de l'algorithme en se disant ouais mais c'est pas grave, la chose qu'on me demande c'est de compléter l'algo, ouais mais en fait maintenant, enfin voilà quoi. Donc c'est ça l'idée. Parce que oui, on peut exercer son intelligence. En simulation numérique, il y a quand même une grosse partie qui est un test de QI, on est d'accord. Et genre, tu as un paramètre A dans le texte et dans le programme, il y a A égale 3 petits points. Et ok, là, c'est un test de QI, on est d'accord. Mais il y a quand même des trucs, il faut connaître l'algo. Voilà. Monte Carlo, il faut que vous connaissiez le principe, hein, quand même. Répartition, loi normale, tout ça, enfin voilà, il y a un peu de boulot quoi. Après, vous me dites, donc voilà, je vous pose un peu les termes les termes du marché, enfin du marché c'est un marché, mais voilà. Vous y réfléchissez entre vous pour en discuter aussi avec Madame Cousy mardi. Et vous me dites quelle est pour vous la meilleure stratégie à tenir, sachant donc que vous avez deux choix à faire, je résume quand même un peu. Les choix à faire, c'est est-ce que je fais le SQL maintenant pour vous donner plein de temps de le faire dans une stratégie de une partie de la classe ne fait pas les chapitres, ou en tout cas passe très rapidement sur les chapitres difficiles de SP, et s'entraîne et revient sur du Python de base, revient sur du SQL pour avoir un niveau basique, c'est-à-dire être capable de... Franchement, les deux derniers chapitres représentent jamais plus de 10% des épreuves. Si vous arrivez déjà à faire 90% d'une épreuve pile poil, ouais, vous pourrez regretter éventuellement de ne pas avoir fait la programmation dynamique, mais le si, il écrit avec des grosses majuscules quand même là. Ah bon, d'accord. Donc ça c'est la première stratégie, ou la deuxième stratégie c'est en fait on considère que vous oubliez aussi vite qu'on vous parle, et donc grosso modo on fait le SQL le plus proche des cours pour que grosso modo ça disparaisse pas trop. Voilà, donc ça c'est le premier choix. À titre très personnel je pense que le premier est plus efficace, mais ça c'est... Encore une fois c'est pas moi qui passe les concours, donc vite. Et le deuxième c'est est-ce que vous voulez que je consacre une, deux, trois, au moins, si je commence c'est au moins deux par algo, hein. Enfin, peut être, si vraiment on reprend tout depuis le début, une, deux, trois, quatre séances, donc grosso modo, les séances de janvier à peu de choses près, à faire de la simulation numérique. Là, à Monte Carlo, je peux faire les algorithmes de simulation numérique que vous êtes censés connaître sont les suivants. Algorithme d'Euler, méthode de Monte Carlo appliquée à deux trucs, le calcul des incertitudes et les systèmes de type probabiliste. D'accord. Le calcul d'une intégrale par méthode des rectangles à droite, à gauche, au centre, trapèze. Et détermination du zéro d'une fonction monotone continue sur un segment tel que f de a soit négatif et f de b soit positif. Voilà. Ça, pour moi, c'est les quatre algorithmes que vous êtes censés... Enfin, c'est pas pour moi, c'est un programme. C'est les quatre algorithmes que vous êtes censés connaître à l'issue du programme de physique. Pas d'info. C'est pas... Voilà. Donc bien sûr, mon cher collègue de SUP a dû insister sur Monte Carlo et sur Euler, puisque c'est les plus durs. Mais la méthode des rectangles, c'est un truc qui tombe relativement régulièrement pour le coup. C'est pas tombé la dernière méthode des rectangles une intégrale, c'est pas tombé la dernière. Je l'ai vu quelque part, mais comme j'ai un peu trop déterré de trucs, je sais pas où je l'ai vu. Mais ça ouais, c'était en MP, ouais, c'est tombé. Enfin, en tout cas, ça tombe assez régulièrement la méthode des rectangles. Voilà. Et sous couvert, de toute façon, vous le faites en maths. Hein. Donc c'est bon. Et en général, les questions sont hyper simples par ailleurs. C'est est-ce qu'on peut utiliser la méthode des rectangles à gauche pour cette fonction qui n'est pas définie sur un bout de l'intervalle. Enfin voilà, c'est des trucs un peu cons comme ça, mais il faut l'avoir revu au moins une fois. Donc voilà, vous réfléchissez à tout ce genre de choses, d'accord, tranquillement. Je vous demande pour la semaine prochaine de reprendre cette vidéo, d'accord, de bien comprendre l'algorithme d'Extra. La semaine prochaine, j'implémente d'Extra en full Python comme on fait, et on aura terminé les graphes, et vous me donnerez, discutez avec Madame Cousy de ces choix aussi, et vous me donnerez ce genre de choses.